Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 26 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation d'un avion et d'un navire français pour apporter une aide médicale à Gaza. Il a également annoncé que la Marine nationale enverrait bientôt un navire pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Et une jeune fille de 13 ans, Denia Daham, est portée disparue. La police a lancé un appel à témoins. Denia est décrite comme ayant une apparence plus mature que son âge. Elle mesure environ 1,60 m et a des cheveux châtains. Elle a une éraflure sur la joue gauche et pourrait être vêtue d'un haut marron et d'un pantalon gris déchiré. Si vous avez des informations sur sa disparition, veuillez composer le 17. Elisabeth Borne a activé encore le 49.3 sur le budget de la sécurité sociale pour 2024. C'est la troisième fois que l'article 49.3 est utilisé depuis la reprise des travaux parlementaires en septembre. Et 7 personnes classées à l'ultra-gauche sont actuellement jugées pour association de malfaiteurs terroristes. Les faits reprochés comprennent la préparation d'un acte violent au moyen d'armes et d'explosifs. Une personne a été désignée comme le cerveau et l'animateur du groupe. Les peines requises vont de 6 ans de prison ferme à des peines de prison avec sursis. Et en parlant de peine de prison, Redouane Faïd, un braqueur multirécidiviste, a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour son évasion spectaculaire en hélicoptère de la prison de Réau en juillet 2018. Son frère Rachid, qui avait pris en otage un pilote d'hélicoptère pour se poser devant les parloirs de la prison, a quant à lui été condamné à 10 ans de prison. Et allons voir maintenant du côté des assiettes servies dans les EHPAD. D'après une enquête publiée par 60 millions de consommateurs, un quart seulement des résidents d'EHPAD terminent leur assiette. Les plats sont notamment critiqués pour leur manque de goût, mais aussi pour leur manque de valeur nutritive, ce qui entraînerait des carences et une déficience du système immunitaire chez les pensionnaires. Les temps d'attente entre les repas sont aussi jugés trop longs. Et on va maintenant retrouver Anthony qui va aborder des questions liées à l'environnement. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Chers téléspectateurs, il n'y a pas que le vent d'automne qui souffle sur nos campagnes, car un projet législatif fait aussi tourbillonner les feuilles au Parlement européen. Mais pourquoi donc tant d'agitation? Imaginez un monde où l'on utiliserait 2 fois moins de pesticides. Plutôt ambitieux, n'est-ce pas? Les eurodéputés, eux, y croient et s'animent autour d'un texte qui envisage la réduction drastique de l'usage de ces produits chimiques d'ici 2030. En toile de fond, des enjeux considérables pour notre santé, notre environnement, mais aussi, bien sûr, pour notre assiette. Mais le chemin pour y parvenir est encore long et semé d'embûches, d'autant plus que certains détracteurs ne voient pas ce changement d'un bon œil. Pour mieux comprendre, plongeons au cœur du Parlement européen. Reportage. Mardi, une avancée significative dans la réduction de l'utilisation des pesticides en Europe a vu le jour au Parlement européen. En dépit des résistances, notamment de la droite, le projet progresse. Une législation proposée en 2022 visait à diminuer l'usage des produits phytosanitaires chimiques de 50% d'ici 2030, en prenant comme référence la période 2015-2017. Le compromis actuel élève l'objectif de réduction à 65% pour les produits les plus dangereux. La motion a été soutenue par 47 voix contre 37 avec 2 abstentions. Le groupe du Parti populaire européen de centre-droit a fermement contesté cette hausse, appuyé par des organisations agricoles majeures. Il réclamait à la Commission une nouvelle étude d'impact évaluant d'éventuelles chutes des rendements, finalement rendues cet été. Pour favoriser les alternatives, les députés sollicitent la Commission pour établir un objectif de croissance des ventes de pesticides à faible risque d'ici 2030. Il est également souhaité que chaque État membre établisse des objectifs nationaux basés sur la vente annuelle de pesticides, leur dangerosité et la superficie agricole. Cependant, l'interdiction totale du glyphosate perçu comme cancérogène probable par l'OMS a été rejetée en commission. Un vote crucial impliquant tous les eurodéputés aura lieu en novembre. En France, Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à sortir du glyphosate au plus tard début 2021 avant de revenir sur sa promesse. Depuis, Paris s'est fixé comme objectif de sortir de l'essentiel des usages de ce désherbant.
En 2020, l'ANSES, l'agence sanitaire française, a annoncé des restrictions progressives pour son usage dans l'agriculture, son utilisation par les particuliers étant prohibée depuis 2019. On l'a vu, l'Europe veut faire bouger les choses, mais ce n'est pas gagné d'avance. Alors, qu'attendre finalement de tout cela? Si le projet aboutit, on pourrait voir des champs plus sains et des produits plus naturels sur nos étals. Mais en contrepartie, certains agriculteurs craignent des baisses de rendement. Pas facile de jongler entre protection de la planète et assiette bien remplie. Et pour le glyphosate, la substance active du célèbre Roundup de Monsanto, le suspense reste entier. En 2015, il a été classé comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Tandis que l'Agence européenne des produits chimiques a jugé en 2022 que les preuves scientifiques disponibles ne permettaient pas de le classer comme cancérogène. Ainsi, ce désherbant controversé reste abondamment utilisé dans le monde, mais fait aussi l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans plusieurs pays. Une chose est sûre, le mois de novembre sera décisif. Et qui sait, demain, nos pommes pourraient avoir un autre goût. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony, et on passe directement à l'international avec cet homme aux États-Unis qui a ouvert le feu dans un bowling et un restaurant à l'aide d'un fusil semi-automatique. Le bilan est d'au moins 22 morts et plus de 50 blessés. On ne connaît pas le mobile du tireur, un ancien militaire, très certainement atteint de désordre mental puisqu'il entendait des voix et qui est toujours en fuite à l'heure où nous bouclons ce journal. Et aux États-Unis toujours, le républicain de Louisiane, Mike Johnson, a été élu speaker de la Chambre des représentants. Cette élection permettra au Congrès d'examiner de nouveaux textes, notamment le budget fédéral américain et les aides pour l'Ukraine et Israël. Johnson est considéré comme un allié solide de l'ancien président Donald Trump. Et en Russie, Vladimir Poutine a montré les muscles en procédant hier à une simulation de frappe nucléaire massive alors que les sénateurs venaient d'approuver la sortie du pays du traité interdisant justement les essais nucléaires. Une démonstration de force considérable. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. La population chinoise serait en baisse. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Une enquête menée par le Bureau national des statistiques chinois réveille des spéculations sur les données démographiques réelles du pays. Des experts disent que la population chinoise est en déclin, ce qui pourrait remettre en question les politiques économiques actuelles. Les données démographiques en Chine ont été sujettes à manipulation, comme la majorité des données fournies par le PCC qui, rappelons-le, contrôle quasiment tout en Chine. Des analystes, avec des outils de recherche extérieurs, ont estimé que la population chinoise pourrait avoir diminué d'environ 300 millions d'habitants en 2 ans. Des chiffres très différents des données démographiques transmises par le gouvernement chinois, qui s'en était d'ailleurs servi pour contester des accusations de crimes contre l'ethnie ouïghour et par la même occasion pour nier les persécutions qu'il a fait subir à cette minorité ethnique du Xinjiang. Ensuite, et c'est une information qui circule aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias d'État chinois, des enfants présentent de forts symptômes en Chine, fièvre, toux, mais aussi le symptôme dit des poumons blancs. Certains cas sont visiblement graves. Des médecins ont également signalé que de nombreux hôpitaux sont complets et que les gens doivent faire la queue pour obtenir un traitement. En Occident, vous avez entendu toutes sortes d'intervenants et de grands médias faire la promotion de la vaccination. En Chine, ça n'a pas fonctionné de cette manière. La politique zéro Covid était extrêmement dure et ciblée par endroits. Les tests étaient obligatoires dans les zones classées à risque, les quarantaines s'enchaînaient pour les gens qui étaient testés positifs, etc. Le PCC n'avait pas besoin de trop convaincre, il forçait directement les gens à se tester et à se confiner à travers d'impressionnants dispositifs de contrôle. C'était la principale stratégie du régime. Dans ce contexte, la vaccination était un sujet beaucoup moins central qu'ici en France par exemple, même s'il y a eu aussi des pressions liées à cela, et de plus les vaccins ARN ne sont arrivés en Chine que cette année. Maintenant que la stratégie zéro Covid est terminée, le peuple chinois craint que ces récents symptômes viennent d'une nouvelle épidémie de Covid-19, mais que le gouvernement ne veuille pas reconnaître que le virus existe encore en Chine. Alors qu'en France, à l'inverse, une partie du peuple ne veut même plus entendre le terme Covid-19. Les discours dominants et les réactions du peuple diffèrent beaucoup, il faut garder ça à l'esprit pour bien comprendre la situation là-bas. Je vous tiendrai au courant. Merci Rémi, très belle journée à tous.
Merci Vladia, et on conclut cette édition avec le fameux serment d'éthique médicale que vous connaissez tous. J'ai nommé le serment d'Hippocrate. Hippocrate était, comme chacun sait, un médecin de la Grèce antique. Il est considéré comme le fondateur des règles éthiques de la médecine occidentale. Le serment d'Hippocrate est l'un des vœux les plus significatifs jamais écrits dans l'histoire de l'humanité. Parallèlement, il souligne l'importance pour un médecin d'avoir une foi juste et ce serment énonce des exigences morales élevées, bien supérieures à beaucoup d'autres fonctions dans la société. Et enfin, il laisse entendre que la voie du médecin en elle-même est simple et facile. Du point de vue des personnes croyantes, respecter ce serment peut apporter des bénédictions, tandis que ne pas le respecter peut engendrer de graves conséquences dans le futur. Quoi qu'il en soit, croyant ou non, avoir de hautes valeurs morales ne peut être que bénéfique pour tous. Et voilà, sur ces bonnes paroles, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous accueillir demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et que vous soyez médecin ou non, restez droit dans vos bottes. À demain.